Okay. Yes, I think you'll try to start something. Yes, good morning everyone. Je vais y aller plutôt en français. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir répondu à ce rendez-vous qui compte beaucoup pour le développement du secteur agricole en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Nous sommes ravis de vous compter parmi les participants à ce webinaire. Ce webinaire qui a pour thème se préparer au phénomène El Niño, comment des solutions intégrées et adaptées au changement climatique peuvent renforcer la capacité d'adaptation des petits exploitants agricoles. Et donc, pour ce webinaire, je voudrais vous informer que nous avons ce webinaire en 2 langues, en français et en anglais. Et vous pouvez choisir la langue qui vous convient. Il suffira d'aller donc au niveau de autre. Vous allez choisir langue et voix. Et vous allez choisir langage d'interprétation. Et une fois là, vous verrez l'anglais et le français. Voilà, l'anglais et le français. S'il y a des gens qui ont des problèmes de langue, vous voudrez bien écrire dans le chat pour que nous puissions vous aider à régler ce problème. D'accord? Est-ce que ça va ainsi? Alors, nous avons nos interprètes qui sont en train de se connecter. Chers interprètes, une fois connectés, merci de nous faire signe pour que nous sachions que vous êtes déjà en ligne et que nous pouvons compter sur vous.
Oui, nous sommes Alors, moi, connectés, s'il vous plaît. Ah, parfait. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nous avons donc ce webinaire en deux langues. Nous avons des interprètes So, as I was euh, saying, we have interpreters on yeah, this qui meeting. sont là pour nous aider à avoir ce webinaire dans les deux langues. Donc, pour avoir la langue qui vous convient, l'anglais ou le français, vous allez au niveau de autre. C'est à côté de affichage. Vous allez choisir langue et voix. Une fois là, vous cliquez sur langage d'interprétation et vous choisissez votre langue, le français ou l'anglais. Si jamais il y en a qui ont toujours des difficultés à se connecter ou plutôt à avoir la langue qui leur convient, vous voudrez bien écrire dans le chat pour que l'équipe technique puisse vous orienter. Merci infiniment. Je crois que nous sommes déjà, il est l'heure et nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet et de réellement commencer ce webinaire. Je l'annonçais tantôt. Le thème de ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien se préparer au phénomène El Niño. Comment des solutions intégrées et adaptées au changement climatique peuvent renforcer la capacité d'adaptation des petits exploitants agricoles. Et pour discuter de ce thème, pour débattre de ce thème, nous avons des experts bien expérimentés et bien indiqués pour parler de ce sujet qui seront avec nous. Je voudrais rappeler également que ce webinaire est organisé par le programme Soil Value en collaboration avec l'institution Landscape Alliance. Et donc, nous aurons dans quelques instants un mot de bienvenue de la directrice adjointe, du chef adjoint du programme Soil Value, Dr Alimenta, pour nous dire un mot introductif avant que nous puissions entrer dans le vif de ce sujet. Docteur Alimenta, je vous vois déjà en ligne. Vous y êtes, n'est-ce pas? Est-ce que Docteur Alimenta est là? Allô, Docteur Alimenta? Oui, bonjour Claire, je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, nous vous voyons aussi, toute belle. Ok. Merci, Docteur Merci. Alimenta. Merci Vous beaucoup avez Claire. donc la parole pour votre mot de bienvenue. Ok. Donc, merci et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans ce webinaire organisé sur le phénomène climatique El Niño dans le cadre du programme Solvalu. Donc, le programme Solvalu est un programme de 10 ans qui est financé par la Direction générale pour la coopération internationale néerlandaise et à hauteur de 100 millions. Donc, nous sommes implémentés dans 4 pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et également le Nigeria, et spécifiquement au nord du Nigeria. Donc, le programme ambitionne de mettre en place des systèmes alimentaires plus productifs et plus résilients et face aux effets du changement climatique au profit de 1,5 million de petits exploitants, dont 800 000 femmes. Donc, sachant que les effets du changement climatique constituent un défi majeur pour l'agriculture et également pour les systèmes d'exploitation alimentaire au niveau de la zone sahélienne, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce webinaire pour partager les connaissances, informer le grand public sur les impacts du phénomène climatique El Niño. Donc, pour ce faire, nous avons, comme Claire l'a signifié tantôt, 2 experts, 2 de nos partenaires qui ont une expérience avérée dans le domaine et qui viennent des institutions telles que Landscape Alliance. Et nous avons aussi notre partenaire de Wascal qui nous accompagne au niveau de ce webinaire. Donc, j'aimerais vous exhorter aussi et à partager vos connaissances. N'hésitez pas aussi à partager vos questions
vos expériences au niveau du chat et aussi à participer massivement. Donc, afin que ensemble nous puissions collectivement élaborer des solutions idoines et pour faire face aux problèmes liés à la contrainte climatique et de trouver aussi des solutions idoines afin de réduire les impacts du changement climatique. Donc, sans plus tarder, je vais remettre la parole à Claire pour la suite du webinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur Alimenta, pour votre intervention qui plante si bien le décor de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que du nord au sud, de l'est à l'ouest et de par le monde entier, les changements climatiques dictent leurs lois et infligent leurs effets à tous les pays, qu'ils soient du nord ou du sud. Et nous savons que l'Afrique particulièrement subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Et l'un des secteurs qui est beaucoup plus affecté par ce phénomène-là, c'est bien le secteur agricole. Et justement, cela se voit à travers la baisse de la productivité agricole. Nous avons donc les ressources naturelles et les moyens de subsistance des populations rurales qui sont en baisse. Et en général, c'est la sécurité alimentaire qui en prend un grand coup. Et les petits exploitants agricoles sont particulièrement vulnérables dans cette situation-là. Donc, cela est très important de réfléchir à comment vraiment anticiper à ces phénomènes perturbateurs pour mieux être résilient face au changement climatique. Et nous savons que le phénomène El Niño est vraiment un grand élément perturbateur qui vient vraiment déranger les agriculteurs. Et donc, pour en parler, nous avons, je le disais dans l'introduction, des personnes très bien indiquées, des personnes aiguisées, des experts qui sont dans ces sujets-là au jour le jour et qui se sont préparés à nous entretenir sur ces sujets-là. Et pour en parler, nous avons bien sûr Dr Seyni Salak, qui est climatologue et expert en risque. Il possède plus de 20 années d'expérience dans les domaines de la science du climat, des services climatiques, de la réduction des risques de catastrophes, des systèmes d'alerte précoce, des mesures précoces et anticipatives. Il travaille en tant que, il occupe actuellement les fonctions de directeur par intérim de la recherche et de directeur du centre de compétences de Wascal. Vous en saurez plus dans quelques instants à travers sa communication. Donc, c'est la première session dans ce webinaire et sa communication a pour titre El Niño et perspectives saisonnières pour l'Afrique de l'Ouest. Comprendre les risques pour l'agriculture paysanne. Docteur Salak, est-ce que vous êtes déjà avec nous? Je crois que je vous ai bien vu tout à l'heure. Voilà, ravi de vous voir ici. Bonjour, docteur. Je voudrais maintenant très respectueusement vous passer la parole pour que vous puissiez nous fournir votre présentation. Merci beaucoup, Sacramento. J'espère que vous voyez également mon écran. Nous voyons votre écran. Nous voyons votre écran. Vous en avez pour 20 minutes. Bien, merci beaucoup. Je viens de le mettre en mode slideshow. Merci pour m'avoir remis la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité par Soil Value dans ce programme. Nous allons essayer de discuter autour de cette question, de la problématique posée par El Niño dans la sous-région. Alors, je suis présentement à Wascal. Pour ceux qui ne savent pas, Wascal, nous sommes dans la sous-région depuis 2012 en tant qu'une institution de non-profit mise en place par ses pays membres. Donc, une organisation intergouvernementale donc, il y a 13 pays membres et nous sommes financés dans la majorité par le gouvernement allemand à travers le ministère donc, de la Recherche de l'espace et des technologies de l'espace BMFTA.
Depuis pratiquement 15 bonnes années, Wascal a vraiment été le champion de la sous-région dans le domaine de tout ce qui est suivi de la variabilité des tendances des changements climatiques et les phénomènes de rétroaction entre l'atmosphère et la surface. On mène beaucoup d'activités de recherche et de services climatiques. Les services climatiques, on les développe, on fait des démonstrations, mais également on les livre aux besoins de nos clients, de nos partenaires. On a un volet renforcement de capacité dans lequel nous avons à peu près 17 programmes repartis dans 13 universités leaders de la sous-région ouest-africaine. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a fait graduate à peu près 700, entre 700 et 800 thèses de doctorat et de master. En dehors du fait qu'on partage beaucoup de la connaissance dans la sous-région et des données, parce que nous sommes aussi dans le domaine de la collecte des données et tout ce qui est partenariat. C'est qui, justement, une des preuves de ce partenariat, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Soil Value et Landscape Alliance autour de ce webinaire. Alors, avant que je ne continue justement sur la notion de El Niño, j'aimerais vous faire un petit rappel pour ceux d'entre vous qui le savent. Vous savez, par exemple, dans la circulation atmosphérique, on a deux grosses bouchées importantes de la circulation. Le vent étant le maître absolu des processus d'équilibre et de répartition de l'énergie, du moment d'énergie, mais également de la matière autour du globe. Chemin faisant, il y a deux modes par lesquels les grands vents circulent sur la planète. Il y a les vents latitudinaux, qu'on appelle le vent méridien. Vous entendez souvent parler des alizés. Ensuite, on a le phénomène latéral, qui est très connu sous le jargon de la circulation de Walker. Si je prends le cas de la grande circulation méridienne ou méridionale, elle peut être fragmentée en des petits sous-groupes. C'est des cellules. Ceux qui ont fait géographie se rappellent beaucoup de ces cellules-là, les cellules de Hadley, de Ferrel et la cellule polaire. En gros, de quoi il s'agit? Quand le soleil frappe la surface de la Terre, les rayons sont quasi perpendiculaires à la partie équatoriale du globe. Et on sait également que cette partie de l'équateur, du globe, pardon, entre les 30 degrés nord et les 30 degrés sud de l'hémisphère sud, on a le maximum de quantité d'eau globalement. Et donc, cette quantité d'eau, elle absorbe les rayonnements et donc, à cause du fait que ce soit de l'eau, il y a un phénomène d'absorption et d'évaporation qui prennent place. Et donc, on a une forte existence d'énergie, de moments d'évaporation autour de la partie équatoriale. Et vous avez besoin d'un système qui permet de rééquilibrer cet excédent-là vers les zones qui n'en ont pas assez. D'où justement la naissance de cette cellule-là, cette petite cellule qu'on appelle la cellule de Hadley, qui va faire transporter tout l'essentiel de ce moment d'énergie et de matière vers les latitudes élevées. Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète pour nous en Afrique de l'Ouest? Nous avons un jeu simple que j'essaie d'animer ici à travers cette séquence. Les vents qui vont traverser le pôle sud pour venir vers l'hémisphère sud pour venir vers l'hémisphère nord, une fois qu'ils traversent l'équateur, ils coïncident avec un réchauffement de la surface de l'Atlantique dans cette zone-là, et donc ils transportent toute cette vapeur-là pour l'amener vers le continent. On a l'autre bande de vent qui vient du nord vers le sud. Et aussi, ils traversent le continent et ils s'assèchent. Et les deux se rencontrent en un endroit ici, c'est ce que nous appelons la zone de convergence intertropicale dans le jargon. Mais en d'autres mots, ça veut dire tout simplement quand les deux bandes de vent se rencontrent, la zone où elles se rencontrent, cette zone-là devient une zone bouillonnante et vous avez la formation des nuages. Nous, on parle de formation de convection profonde. Et ce sont ces nuages qui causent la pluie chez nous.
Et donc, les vents qui traversent l'équateur et qui viennent vers le continent ouest africain, ils transportent l'humidité là-bas. Cette humidité, c'est celle-là que nous, on sent et on l'appelle la mousson. Donc, on ne peut pas avoir de saison de pluie chez nous, que ce soit en Afrique de l'Ouest en général ou en particulier dans la zone sahélienne, si ce vent humide-là n'est pas transporté par ces alizés. Ensuite, nous avons l'autre composante, la deuxième composante qui est la composante sur, comment on appelle ça, mais, la composante méridienne ici, qui est la composante de Walker. Donc, cette composante, elle est latérale. Vous avez une circulation qui se passe entre les différents continents. Donc, entre le continent américain, sud-américain et le continent africain, il y en a une. Entre le continent africain et le continent indonésien, il y en a une également. Et entre le continent indonésien et le continent sud-américain, il y en a une autre. Celle-là, c'est la plus grande et la plus célèbre d'après le savant britannique qui a été également le directeur de la météo de l'Inde les années 1800, qui a découvert justement cette cellule-là. Alors, cette cellule, c'est d'elle que nous allons parler lorsqu'on va parler de El Niño. Alors, quand on se met dans cette zone-là, entre le continent sud-américain et le continent indonésien, dans un système qui se veut simple, on a les températures de surface de l'océan Pacifique ici qui sont chaudes. Les vents ici, ils soufflent du côté est vers le côté ouest et ils vont faire en sorte que le bassin de température chaude qui se trouve là seront poussés en surface, les eaux de surface de l'océan Pacifique seront poussées vers la partie ouest ici. C'est ce que j'essaie d'illustrer avec cette carte vers ma droite. Donc, c'est le fait de le pousser vers la partie ouest crée un bassin chaud. Et ce bassin chaud-là, justement, quand il y a une surface d'eau qui est chaude, ben, il y a de l'évaporation et il y a de la convection. C'est-à-dire que le vent qui est chaud, l'air qui est chaud, pardon, est susceptible à monter en altitude. Et plus il monte en altitude, on connaît le principe de cette thermodynamique, plus il monte en altitude et que les températures baissent, plus il a tendance à perdre son contenu en eau sous forme donc de précipitation. Et le système s'enchaîne de cette façon-là. Alors, il arrive que quand on est dans une situation de El Niño, ce système que j'appelle ici normal, il se scinde en deux parties. Donc, le bassin chaud qui se trouve vers la zone de Darwin, le nord de l'Australie et dans la zone indonésienne ici, va s'étaler sur toute l'étendue quasiment du Pacifique. D'accord? Et quand cela se passera, il y aura une concentration justement de cellules convectives profondes. Au lieu que ça se passe dans la partie ouest, elles vont migrer vers le centre du Pacifique, au-dessus donc de la Polynésie française. La référence là-bas que le chercheur Walker avait trouvée, c'est la ville de Tahiti, en Polynésie française. Et donc, dans cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Le réchauffement de la surface des océans de l'océan Pacifique se concentre là-bas, donc le bassin se déplace à ce niveau-là, et donc on a la convection profonde également qui se déplace à ce niveau. Donc El Niño n'est tout simplement autre que le fait qu'il y ait ce shift-là, ce repositionnement de la convection profonde de la partie ouest de cette enclave-là vers le centre du Pacifique. Okay? Et quand cela se passe, justement, les situations changent. Ça se passe parce que ces vents-là, leur force va se diminuer. Et donc, quand elle se diminue, ben, les températures chaudes ne vont plus être poussées vers l'ouest du bassin, mais plutôt vers le centre du bassin. C'est ça, en réalité, le phénomène de El Niño. Donc, El Niño, si vous voulez la définition propre, c'est tout simplement une situation de changement de positionnement de la convection profonde de la partie ouest du Pacifique vers la partie centrale du Pacifique et qui fait en sorte qu'il y ait des inondations autour du centre du Pacifique allant vers les côtes péruviennes
Et ça change beaucoup les processus à l'intérieur du système local là-bas, mais également le système global. Comment cela se passe-t-il? Pour que nous, on puisse savoir et étudier El Niño, on utilise des indicateurs. Un indicateur particulier qu'on utilise, c'est les températures de surface de l'océan. D'accord? Les températures de surface des océans. Et on se concentre beaucoup plus sur la partie centrale que je schématise ici sur, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, que je schématise par cette région ici qu'on appelle la région Nino 3.4. Bien sûr qu'il y a d'autres régions importantes, telles que l'est de cette région-là ou bien l'ouest de cette région, mais là, l'important, c'est vraiment dans cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qui a justement un impact particulier sur nos régions également. Donc, cet indice-là, on fait son analyse. Ici, vous avez une carte qui vous montre un peu l'évolution de cet indicateur-là. C'est des anomalies de température. On parle d'anomalies ici lorsque la moyenne, elle est dépassée. C'est ça la partie rouge. Et lorsque la moyenne, elle est sous-estimée, pardon, c'est ça la partie bleue. Donc, quand c'est rouge ici, ce sont les phénomènes de réchauffement de température de surface de l'océan de la partie Nino 3.4 de la sous-région. Et comme vous allez le voir, on le classe. On a des signaux de El Niño qui sont faibles lorsque l'anomalie là, elle est aux environs de 0,5 et elle peut être très, très forte lorsqu'elle dépasse le seuil de 2. Entre les deux, vous avez des cas modérés, des cas qui sont forts. Dans l'un ou dans l'autre, on peut facilement se rappeler de certains événements historiques qui sont associés à El Niño. Et comme El Niño commence très souvent dans cette région-là, dans la période de décembre à janvier, il peut également persister au cours de l'année. Et c'est malheureusement ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle où on est là. Et donc, quand on fait une rétrospective justement de la variabilité de El Niño, on se rend compte de deux choses importantes. Un, El Niño a une fréquence ou une période de retour allant de 3 à 7 ans. C'est-à-dire, chaque 3 ans, à chaque 7 ans, il peut justement advenir. Mais avec l'occurrence, avec le réchauffement global, justement, cette fréquence-là est de plus en plus importante. Et maintenant, il tend non seulement à être très fréquent, mais il tend également à persister au cours de l'année, ce qui est justement une autre situation à laquelle justement on doit porter attention. Je donne un exemple ici, les cas où le fameux bassin donc, de réchauffement des températures de la surface de l'océan Pacifique a changé au cours des années. Donc, pour ceux d'entre nous qui étions nés un peu plus tôt, on se rappelle des sécheresses des années 80 qui sont causées justement par ce phénomène El Niño. On se rappelle les plus récentes d'ailleurs même, pour ceux qui sont nés dans les années 90, également les sécheresses dans les années 97-98. Ensuite, on connaît les fameuses manifestations de faim qu'on a eues dans les pays en 2008, comme par exemple ici, c'était également un cas qu'on pouvait expliquer par El Niño. Donc, il y a justement cette situation qui est là. Et historiquement, El Niño s'est avéré comme étant un processus de la dynamique atmosphérique qui compte beaucoup quant à comment les saisons vont se passer. Et à l'heure où je vous parle, jusqu'au 20 juillet, le signal de El Niño se présente de cette façon-là. Sur la courbe ici, vous voyez que El Niño a dépassé sa phase modérée. Il est en train de dépasser la phase modérée pour aller vers la phase forte. Ce qui, justement, nous interpelle tous, que nous soyons des praticiens dans le domaine, que ce soit également nos cultivateurs, nos producteurs sont concernés. Alors, localement, le climat sur le bassin du Pacifique est impacté par ce phénomène. Donc, nous avons, bien sûr, là où la convection profonde se passe et que l'océan a des températures assez élevées, nous avons beaucoup d'inondations. Et ces inondations, elles vont jusqu'aux côtes péruviennes et ça change un peu les processus les socio-économiques et les systèmes de résilience dans ces côtes. Ensuite, la partie ouest, justement, du bassin, elle subit une sécheresse, tout comme la partie extrême est du bassin.
Chemin faisant, parce que cette convection, elle est vraiment profonde. On parle ici de systèmes de nuages assez profonds, assez gros, de la surface vers leur boucle, qui peuvent dépasser les cinquantaines de kilomètres d'épaisseur. Ben, on a un processus d'échange entre l'atmosphère entre l'atmosphère qui est causée relativement changeant à cet endroit-là et la grande étendue de l'atmosphère. Cette interaction, elle se passe à travers des flux, donc des échanges de chaleur et des échanges de matière également. Et ça crée une sorte de bulle, et cette bulle-là va non seulement impacter les processus atmosphériques dynamiques autour de la zone, mais ça va également être transporté vers d'autres parties du globe. Parce qu'en réalité, dans l'atmosphère, tout est interlié. Et donc, c'est cette connectivité-là qui fait que tout ce qui se passe ici dans cette partie du Pacifique, du globe, elle va se transporter pour aller à travers un système, donc nous on l'appelle le Aleutian Law, c'est en réalité un système, une chaîne pardon, de pression basse qui vont justement être interconnectés. Et on sait que quand il y a une chaîne de pression haute et basse, on a l'écoulement qui cause ce qu'on appelle le vent. Et donc, la force du vent va être mise en test ici. Et donc, ce vent qui est le transporteur de tout ce qu'il y a comme énergie, comme matière, va justement aller vers d'autres parties du monde. Donc, du point de vue pluviométrique, voilà à quoi ressemble le globe entier en saison quand il y a un événement de El Niño. Donc, la partie du bassin atlantique concernée va se retrouver avec beaucoup d'inondations, beaucoup de pluie. Et la partie sud-américaine ici va se retrouver également avec beaucoup de pluie, tandis que la partie nord-ouest du continent sud-américain va se retrouver en sécheresse, tout comme chez nous ici dans la partie sahélienne. Donc, ce qui se passe très important en Afrique, on a l'Afrique du Sud et la partie sahélienne de l'Afrique qui vont subir des sécheresses. Alors, ces sécheresses-là, c'est d'elles qu'on doit parler aujourd'hui, puisque El Niño est en train de grandir, son amplitude est en train d'augmenter et il est en train de quitter sa phase de modéré à fort. Alors, dans des analyses que nous avons faites il y a à peu près 10 ans de cela, on a attiré l'attention justement de la prise de décision autour de ces notions-là. Donc, quand on parle de sécheresse chez nous, en Afrique de l'Ouest ou en particulier dans la partie sahélienne, je parle du Sahel ici allant des côtes ouest du Sénégal jusqu'à la corne de l'Afrique, de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique de l'Est. Quand on regarde ça du point de vue pluviométrique, on se retrouve avec des anomalies, c'est-à-dire des manques à gagner en pluviométrie qui dépasseraient les 60 mm par saison cumulée. Ça, c'est très, très important du point de vue besoin en eau des cultures pour les producteurs. Du point de vue température également, c'est pareil. Vous avez l'amplitude thermique justement qui a tendance à s'amenuiser, à devenir plus petite. Quand on parle d'amplitude thermique, on parle de quantité d'énergie nécessaire pour que la plante puisse passer d'une phase phénologique à une autre phase phénologique. Et quand les températures nocturnes et les températures diurnes ont tendance à être proches, ben, ça veut dire que la plante n'a pas assez d'énergie pour pouvoir boucler certaines phases. Ben, elle peut se retrouver soit en dormance dans certains cas, soit à vouloir accélérer certaines phases et donc ne pas être capable de grandir dans des conditions optimales. Ce travail, vous pouvez le retrouver dans le papier Salak et collègues 2016, qui est aussi disponible en ligne. Alors, quand on regarde les autres composantes de la saison pluvieuse, justement, il y a un certain nombre de changements qui sont observés dans un cas type de El Niño qui dépasserait la phase modérée. On a parlé déjà des précipitations qu'on perdrait de l'ordre de 20 à 30% de ces précipitations. On a le nombre de jours pluvieux également qui diminue de l'ordre de 20%. On a des faux départs qui se créent parce qu'il y a des poches de sécheresse justement qui s'invitent une fois en début de saison, mais également parfois pendant les phases
post-florale des cultures. Et on a les pluies intenses qui diminuent, mais on a des événements sporadiques qui se passent à l'intérieur. Du point de vue humidité du sol, justement, on a une perte en humidité du sol. Ça, c'est logique en soi, du moment où, quand on a des pluies et que ces pluies sont succédées par des séquences sèches, c'est-à-dire des poches de sécheresse, ben, cette humidité n'est plus utile justement pour être utilisée par la plante. Ces phénomènes ont été justement bien analysés et aujourd'hui, on sait qu'ils sont bien avérés quand on a une situation de El Niño qui prévaut dans la zone du Pacifique central. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour notre agriculture? C'est, comme je l'ai résumé au début, mais typique de ce qui arrive, c'est ce que j'essaie d'illustrer ici pour un cas type d'une année de El Niño fort. On se retrouve avec des faux départs. Pour ceux d'entre nous qui vivons dans le Sahel, on a bel et bien, on est en train de vivre ces situations-là. On a des poches de sécheresse qui s'invitent à la danse, parfois à des moments où elles ne sont pas du tout nécessaires. En début de saison, c'est justement ça qui cause les faux départs et donc qui pousse les producteurs à tout le temps ressemer. On a des bourrasques de grosses pluies qui viennent sur une terre arable qui est déjà en train de se sécher. Ces genres de phénomènes créent beaucoup d'érosion de la terre arable. Et on a également la saison qui se raccourcit avec des pluies hors saison qui ne sont pas du tout utiles pour les précipitations. En un mot, El Niño, c'est un multiplicateur de risques dans notre sous-région, en particulier dans le Sahel. Et ça porte préjudice et beaucoup de défis justement à notre système de petits exploitants agricoles que nous avons. Allant des faux départs aux poches de sécheresse, aux fortes températures, avant-hier, on s'est retrouvé dans une température qui ressemblait à une température de avril. Avec des grosses pluies qui peuvent causer des inondations, sachant qu'il y a encore des sécheresses dedans, des vents de rafales qui accompagnent certaines de ces pluies intenses et la persistance du manque d'humidité pour nos cultures. Voici quelques défis justement auxquels il va falloir faire face. Cela dit, on peut approcher la situation de plusieurs manières. Un traitement symptomatique, comme on le fait dans les cliniques pour les patients, ça peut le faire, mais le plus important ici, c'est vraiment d'avoir une approche systémique. Cela veut dire qu'il va falloir activer les plans de contingence, sécheresse, c'est vraiment important. S'il faut avoir dans ce plan de contingence aussi des stocks de vivres, mais également des stocks de variétés à cycle court pour pouvoir prendre avantage de la petite saison qu'on peut avoir, mais également d'autres types d'assistance qu'il faut apporter. Et s'il y a des mécanismes d'assurance agricole qui sont là, ben, nous, on préconise déjà qu'ils soient activés parce que la situation telle qu'elle va se présenter, ce n'est pas du tout de bon augure. Voilà. Ça, c'est également la même problématique. Ce n'est pas seulement pour les petits exploitants et le système de culture, mais également sur tout le système socio-écologique qui est mis à mal. D'où la question qu'on se pose, comment est-ce que cette persistance de El Niño peut vouloir dire, qu'est-ce que cela peut vouloir dire justement à des systèmes agroécologiques de la sous-région? Et je laisse donc mon collègue Hermias prendre la parole ici. Merci beaucoup, Sacrement. Merci infiniment, Dr Seyni Salak, pour ce développement combien impressionnant relatif à ce sujet-là. Et on peut retenir de votre intervention que vraiment ce phénomène, on dirait même que ça pourrait faire peur. Le phénomène El Niño est un phénomène climatique récurrent, caractérisé par un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique équatorial, perturbant les régimes météorologiques mondiaux et provoquant sécheresse, inondations et anomalies climatiques. On l'a bien noté. Vous avez même eu à dire qu'il s'agit d'une situation de changement de positionnement de la part
partie ouest vers la partie du centre. Et il y a des indicateurs comme la température de la surface de la mer. Et également, le phénomène El Niño, au départ, était un peu cyclique et avait des variabilités. Hein. Généralement, c'était chaque 3 années, entre chaque 3 années ou chaque 7 années. Et maintenant, c'est plus fréquent et c'est plus persistant. Ça peut arriver à n'importe quel moment, ça persiste et ça dérange énormément. Vous nous avez aussi rappelé quelques épisodes de El Niño, comme en 1980, en 1998 également. Il y a eu aussi d'autres épisodes de El Niño que vous avez rappelés. Et il faut dire aussi que pour l'agriculture, c'est un grand problème. Ça crée des faux départs, ça crée des poches de sécheresse, ça crée des érosions des terres arables également. Et en gros, vous nous avez rappelé que le phénomène El Niño, c'est un multiplicateur de risques avec des perturbations énormes pour les exploitants agricoles, qu'ils soient petits ou grands. Et également, vous avez préconisé des pistes de sortie également, comme des traitements symptomatiques. Eh bien, il faut des plans, il faut activer des plans de contingence et qui pourraient donc aider à donc courir au secours de nos exploitants agricoles pour les aider. Je crois que ce webinaire, c'est déjà un pas, c'est quelque chose d'assez important pour préparer tous les acteurs du monde agricole à ce phénomène-là, à mieux se préparer et à éviter le pire. Merci infiniment, Dr Seyni Salak. J'espère que je n'ai pas déformé vos propos et que j'ai pu quand même résumer tant soit peu tout ce que vous avez pu développer. Infiniment merci une fois encore. Nous allons à présent passer à la deuxième session, donc à la deuxième présentation qui va se faire avec Dr Hermias Beter-Mariam. Il est chercheur senior spécialisé dans la santé des sols et il est conseiller en politique scientifique avec plus de 20 années d'expérience dans les domaines de la dégradation des sols, de l'écologie des paysages, de la restauration, etc. Il est membre de l'équipe de Landscape Alliance. Dr. Hermias, are you ready for your presentation? Alors, la session de Dr. Hermias va se porter sur le thème suivant, solutions agricoles pratiques adaptées au changement climatique. Et c'est d'ailleurs par là que le Dr. Seyni Salak a fini sa présentation. Je voudrais donc inviter de façon très respectueuse Dr. Hermias à prendre la parole pour sa communication. Il aura 15 minutes pour développer son thème. Merci. Yes. Can you hear me? Can you see my slide also? Yes, we can hear you. We can also see your slides. Yeah. Thank you very much, Claire, for the introduction and an excellent presentation from WASCAL. And then such a privilege also representing my organization, Landscape Alliance, C4 ICRAF in action. Plus also, it was so exciting to work with, also come with WASCAL, because when we head of El Niño, we said that we often meet with WASCAL as an important partner in the region in Soil Values program. And then we said that why don't we really come together as a partnership and then discuss on these topics? And they accepted that, and then we come together. So this is, if you want, partnership in action. So the first presentation was really taking us to the science of El Niño, climate, and then all we're looking up. So the second presentation my presentation will be really looking also down to the earth, to the soil, to the agriculture, to the livestock area. Yes, I think when I think of, climate issues are now no more because, for all of us, they are not anymore rare events. It becomes very common.
more frequent. And then I think it also requires careful attention, and then how really to anticipate, to absorb it when it comes, and then adapt and then move on. I think building a resilient system is extremely important, particularly in areas where moisture, natural source capital is also degraded. So I put this screen, for example, how climate and El Nino kind of thing is a risk multiplier. It will not affect one part or one of the systems, but these kind of shocks could really affect the land system. Then also the land system can also influence the water system. And then when these two are affected one way or the other, it will also affect our food system. Then this also would lead to human system also to be affected. It could lead to a lot of social problems. So that's why it can be a cascading effect. It has a cascading effect. Moreover, when our natural resources are degraded, when our response is not there, when there is poverty, when they don't have enough capacity to absorb it, that cascading effect could be also compounded with other stressors. So that's why when this kind of climatic issues comes, the poor, vulnerable communities are more affected. So that's why we need to really look into a kind of, a system risk multiplier. Yes, I think, if I take a little bit of, the response to these kind of things, and then we have a paper which is under INPRESS, which I will share it if some of you, if you are interested. And then there is no single intervention is not sufficient. So resilience comes from combining, natural capital, ecological, water, land, soil, and then the economic buffer. So as an example, if you consider the crop side, the agriculture side, with those points on in green, for example, increasing soil buffer by deep root systems, like for instance, mixing deep root trees, shrubs, could be very interesting because there could be better moisture deep in the soil than in the surface. Increasing soil buffer by more organic matter into the system, which could help the system to absorb and then hold the moisture. Then when there is a deficit of moisture, it could buffer a bit for crop production, grass production, or livestock feed production in general. So these are just the kind of examples from the crop side. Also from the water side could be another approach. Could be like, irrigation with, lot of flows. And then also, I think the other one is also in terms of also trade. And then that's why sometimes some countries may have better food and feed than others. So having also regional trade and then a good governance system would be also required. So in general, I think we need to have a system approach for this systemic problem. So if you consider just soil, because soil is the heart of the entry point to these kind of processes. I think, when you have low organic matter and then weak water holding capacity, our system, or if you wish, agricultural droughts could be prevailing. It could lead to surface crusting, and then the moisture, even the little moisture we get might not go in, but it might end up being runoff that really takes up nutrients and then moisture. So that's why degraded soils, for instance, reduces the landscape's capacity to absorb, buffer, and then recover from climate shocks like drought. So I think, our value proposition in soil values is a systemic approach by which we need to have a defined socio-ecological system by which we take land, biodiversity, crops, livestock, and then water, all these things, and then a social dimension. So most of the time at the baseline level, if you see the lower left side, most countries are in unsustainable socio-ecological system. And then the idea and the vision we have is really to move into the green part, where it is sustainable,
productive, resilient, and an equitable socio-ecological system. This is a vision that we have. But when you're moving from time one to time two, there is always challenges like droughts. For example, we might have trees planted last year. When drought comes this year, some of them may die. So that's why we need to really understand there is no linear pathway. But oftentimes, I think we should try to have this kind of clear vision and then consider a socio-ecological system transformation. So if I zoom in a little bit into the agricultural response, this is a very generic equation for agronomy. So resilient productivity or crop production in this case, or it could be pasture production to some extent, is a function of genetics, that's crop variety. For example, environment, that means we need proper soil, nutrients, water. So these are very important. And then we need to have the right management in place. So the interaction of these three will lead us any agronomy gain, any production function in agriculture. So this kind of shocks like climate shocks will affect all these things. And our response should also could be genetics, like for example, climate resilient crop varieties, crop diversification, bringing perennial crops like trees and shrubs into our production system, for example, are very important. In terms of the environment, I think healthy soils and then reliable water is important. That is the environment, the key environmental variable. And then, of course, very restored, functional, and productive rangelands, because we depend quite a lot on livestock sector, particularly in the Sahel. I think that is very important. And then when you say management, for instance, integration of agroforestry, diversified feed and fodder system, I think this kind of management interventions or climate smart agriculture or these kind of things are also extremely important. So if you do one, you will miss the other one. And then, of course, in terms of climate, I think the digital intelligence or extension system, early warning system, and then pasture, water, livestock movement. And I think all these things should be a bundle of information need to be really provided to our smallholder farmers and pastoralists. If they heard only about climate, what do they do? If they hear about crops only, what do they do? That's why we are really having a bundling of information and technology. So it's just a bit of example in terms of protecting soil and retain water. So as much as possible, we need to really, the small water we get, we have to have a water bank. That means we have to really make use of the little water that we have in our system. It could be through mulching as an activity. It could be the zai pits, which the Sahel is so good at it, and then reduce soil erosion. And then also, I think, better crop survival during dry, spells, and then when we have really moisture. I think particularly in the dry land, we call it a dry land, because moisture is a most limiting element sometimes. So I think having a proper soil and then a proper water in place is really extremely important. That's why Soil Values is working also toward this kind of activities. Yes, and then of course we need to have also very much, we have a livestock sector, and then we need to have a lot of organic sources one way or the other. Then we need to optimize bringing both the organic and then the inorganic options into our soils, and then make our soils productive and then responsive is also really another area that really, for example, we are really working on. Yes, and then, if you go to like integration of, in terms of landscape restoration and then conservation, I think we need to also have a landscape perspective by which we will try to restore ecosystem functions and then diversified livelihoods. For example, if you have a couple of, trees on your farm, or, which could, withstand the droughts, which withstand, environmental stress, that could be a way of transitioning to a better season. So that diversification is a very, very extremely important. That's why we also improve landscape resilience and community resilience in general. And then the fourth point, as I said, I think strengthening climate preparedness. And then I think this is because, as I said, climate shocks, environmental shocks are no more surprises. They are coming more frequently. I think having this kind of farmer agency is important. Improve decision
making timely, that's why we need to really have this timely information as you reduce climate risk and then support us early actions, I think are really, really, really important. So these 4 areas could be really an interesting bundle of information. Yes, and then this could really help, in our communities, our farmers, and then also even governments for that matter, anticipate, prepared in good time, and then respond accordingly. So those are really, really important to have a package of information. So this is my last slide, so to say. I think in terms of the key points, this is what we are learning from soil values perspective. It's really, integrated soil, water, crop, livestock solutions, informed and then enabled farmers and pastoralists is not only giving them information, but also making sure that they have the capacity to react, to act, and then to take a proactive role than reactively, responding to this kind of shocks is extremely important in our system. And then for that, I think as a soil values, I think healthy soils and then functional and then healthy rangelands are really important for this system. And then also when it comes to knowledge, we shouldn't claim that all the knowledge should come from science, but there is also tremendous local knowledge, traditional knowledge, because our communities has been through these kind of systems for millennia. So we need to have a blended knowledge and an understanding. And then some of our recommendations need to be tailored to local socio-ecological conditions. There is no, generic kind of recommendation, but whenever possible, we need to have, specific information to local context. Then in general, I think, for me, having, farmer and then pastoralist agency, empowered farmers, empowered pastoralists are really critical for this. And then, investment on proper extension, advisory systems, and this kind of early warning and action are really, really important, which are really critical for our communities. And then, of course, preparedness to long-term resilience, and then particularly water security in this case are important. And then people might say that there are so many enabling conditions we have to require in terms of policy, in terms of partnership, in terms of capacity development, science innovation. And then after all, sustainable finance has to be in place. And then I'm quite sure and confident that I think we don't depend too much on donor money. And then I hope the region, the countries need to also really invest in good time, in souls, and then in our natural capital, because that's where our economy, our society depend on, particularly in Africa. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Enias from Landscape Alliance for your presentation, very rich. Mon Dieu, je devais aller en français, n'est-ce pas? Alors, nous remercions justement le docteur Enias pour sa présentation très riche et très édifiante sur le lien entre El Niño et l'agriculture, le problème que le phénomène El Niño représente pour le secteur agricole et pour les acteurs du monde agricole également, et les efforts qui sont faits au niveau du programme Soil Value pour travailler sur la santé des sols, la fertilité des sols et aider les agriculteurs à développer une certaine résilience face à ce phénomène qui ne cesse qui perdure et qui ne cesse de s'accentuer de plus en plus. Nous voudrions dire merci, un sincère merci au docteur Enias. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps à résumer son intervention parce que nous voudrions mettre quand même assez le temps nécessaire pour les échanges, puisque nous souhaitons ce webinaire assez interactif, prendre les contributions des uns et des autres, prendre des questions. Alors, ce sera le moment de poser des questions par rapport aux 2 présentations que nous avons suivies. La présentation du docteur Seni Salak et également la présentation du docteur Enias. Si nous avons des personnes
qui voudraient prendre la parole pour poser des questions, eh bien, elles sont bienvenues. Déjà, dans le chat, il y a quelques-unes des questions que je voudrais partager ici. Je vois l'une des questions dit, y a-t-il un mécanisme d'alerte précoce pour informer à temps les petits producteurs que Soil Values cible? Y a-t-il un mécanisme d'alerte précoce pour informer à temps les petits producteurs que Soil Values cible? Les intervenants, les communicateurs vont répondre à la question, mais je voudrais juste souligner que ce webinaire est déjà un canal d'information de nos petits, de nos exploitants agricoles. Alors, un peu plus loin, il y a une autre question. Quelle est la cause du phénomène El Niño? Je crois qu'on a quand même eu une réponse dans le développement tout à l'heure. Et la question est double. Est-ce irréversible? Est-ce que le phénomène El Niño est irréversible? Dans le chat, il me semble que ce sont les quelques questions que nous pouvons apercevoir. Nos communicateurs, nos deux docteurs pourront savoir qui d'entre eux pour répondre à quelle question voilà, posée. Alors, je voudrais savoir, est-ce que parmi les participants, il y en a qui voudraient s'exprimer? Donc, vous levez la main et notre équipe de IT pourra donc débloquer votre micro. Alors, nous avons une main levée, Sila. Sila qui a levé 2 fois la main. Voilà. Alors, je voudrais proposer que Sila, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, vous voudrez bien ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Harrison, can you help Sila? Can you help opening the Sila's microphone, please? Yes, it's open. Allô? Thank you. Allô? Oui, nous vous Vous écoutons. recevez? Nous vous recevons. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci aux présentateurs pour leur brillante présentation. En fait, moi, j'ai une question. Ma question, c'est pour Dr. Sini Salad. En fait, est-ce que dans le cas de l'Early Warming System, comme il a très bien expliqué, est-ce que les producteurs sont informés à temps, en fait? Puisque généralement, ce que nous observons ici en Afrique de l'Ouest, généralement, les early warning systems sont en place, mais dans le cas des petits producteurs, ils sont là, mais ils ne savent pas réellement de quoi il s'agit, au fait, quoi. C'est cette question que j'aimerais poser. Merci, Monsieur Sila, pour votre question. Nous espérons que la question a été bien notée par Dr. Céline Salak. Autre question, s'il vous plaît? Il y a une autre question dans le chat qui dit « Quelles sont les conséquences directes de El Niño pour nous autres du Sahel ?» Même si ce sont des aspects qui ont été soulignés dans la présentation, c'est toujours bien de revenir là-dessus pour éclairer les participants. Merci. Une autre main levée. Est-ce que nous avons une autre question, s'il vous plaît? Voilà, nous avons une autre question de Monsieur Mahaman Salifou. Monsieur Mahaman Salifou. Harrison, Mr. Mahaman Salifou would like to ask question. Yes, please unmute.
OK? OK, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ferai ça en français et plutôt en anglais. Donc, ma question, c'est surtout pour Dr. Hermias. Il était question ou soulever, une des solutions était peut-être d'activer les assurances agricoles, peut-être que de le faire. Mais la grande difficulté qu'on a avec les assurances agricoles pour qu'elles soient prises, elles tiennent compte du sinistre quand il arrive. Mais s'ils savent déjà que le sinistre est là, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils acceptent que cette assurance soit portée? Parce que généralement, c'est pris en compte en cas où le sinistre arrive pour qu'ils puissent solutionner. L'autre question que je mets, c'est plutôt de voir quelles sont les crises modify possibilités de mécanismes. S'il y en a quelque part que Solvalu n'a pas prévu, est-ce qu'on peut être informé pour qu'on agisse le plus tôt possible? Parce que si ce n'est pas pris en compte déjà dans le programme, ça serait difficile de l'activer. Mais est-ce qu'il y a une autre solution, une opportunité peut la saisir pour pouvoir l'activer ou atteindre cette opportunité? Merci beaucoup. Merci, M. Mahaman Salifou. Nous avons M. Séraphin Palamanga Ousseini. Harrison, Mr. Bon. Séraphin Palamanga. Oui, bonjour, vous me recevez? Oui, monsieur, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette initiative et pour la qualité et l'enrichissement des présentations. En tout cas, félicitations au docteur vraiment pour la qualité des échanges et aussi des connaissances qui nous ont transmis parce que ça nous a permis de beaucoup comprendre beaucoup plus ce phénomène et d'en apprendre davantage. Mais bon, j'ai une question à l'endroit du docteur Séni Salak et concernant le fait que le phénomène El Niño, bon, il nous donne des informations beaucoup plus à l'échelle saisonnière. Et qu'en est-il de l'échelle intrasaisonnière? Parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas à négliger et aussi qui touche la région sahélienne, qui est le phénomène de l'oxydation de Madin Julian, connu sous le nom de la MJO. Mais comme on parle des stratégies SMART, voilà, comment intégrer la variabilité intrasaisonnière des pluies liées à ce phénomène-là pour anticiper les séquences sèches ou encore les séquences humides au cours de la saison agricole qui peuvent fortement influencer les rendements des exploitants. Merci. Merci beaucoup pour votre question, bien notée. Nous avons Dr Alimenta qui a une question à poser ou une contribution. Oui, bonjour, merci beaucoup Claire. Pour moi, ce serait plutôt une contribution et aussi résumer ce que nous faisons dans le programme Solvalu pour faire face aux aléas du changement climatique. Donc, j'aimerais d'abord féliciter et remercier vraiment les deux présentateurs pour cette présentation informative et aussi alarmante sur le phénomène climatique El Niño et aussi vous présenter ce que nous faisons dans le programme Solvalu pour faire face à ces genres d'événements climatiques. Donc, il faut dire que dans le programme Solvalu, nous bâtissons d'abord des partenariats solides au niveau régional et au niveau national avec les programmes de résilience et de sécurité alimentaire. Et nous avons aussi l'appui de nos partenaires locaux d'implémentation et les organisations paysannes dans lesquelles nous travaillons à travers 11 bassins versants dans les 4 pays.
Donc, pour faire face aussi à ces aléas climatiques, pour nous, l'analyse des écosystèmes et la connaissance aussi des contraintes biophysiques est très importante. Donc, nous avons eu à mener des études de référence déjà pour analyser quels sont les risques climatiques au niveau des différents pays d'intervention, des 4 pays d'intervention, et voir quels sont les aléas climatiques qui sont un peu fréquents dans ces zones-là. Et en fonction de ça, nous avons aussi fait une analyse ex-ante de tout ce qui est technologie qu'on pourrait aussi promouvoir dans ces zones pour faire face à ces aléas, avec l'appui de notre partenaire IITA. Et il y a aussi l'engagement communautaire, voilà, pour pouvoir pour co-concevoir et co-créer les interventions agricoles et aussi agrotechniques et adaptées aux zones climatiques dans lesquelles nous évoluons et en intégrant aussi les savoirs locaux, surtout pour pouvoir définir des solutions adaptées à ces zones-là. Donc, après la prise en compte de tous ces aspects, il faut dire que le programme met l'accent sur le renforcement de capacités et des acteurs à travers les formations cascades qui sont dirigées à l'endroit de plusieurs acteurs. Nous avons les services de développement local et de vulgarisation et nous avons aussi la formation des producteurs relais et la formation, bien sûr, et des producteurs par leurs compères et producteurs relais sur les technologies telles que la GIF. Et pour cela, il faut dire que nous avons mené plusieurs études. Il y a eu même des catalogues qui ont été élaborés, des catalogues de variétés adaptés à ces zones-là, voilà, qui ont été élaborés par certains de nos partenaires dont nous faisons la diffusion dans le programme. Donc, après ces renforcements de capacités, il y a les services d'accompagnement, voilà, pour dire que pour informer un peu sur le risque climatique et aussi la mise en place de business models pour accompagner aussi l'adoption des technologies au niveau du programme Solval. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur Alimenta. Je propose que nous allions un peu plus vite maintenant. Nous avons encore quelques questions dans le chat. Cher docteur, je vous propose de nous en arrêter aux questions qui sont dans le chat, en plus des premières questions du chat et les questions qui vous ont été directement posées. Vous allez apporter vos réponses. Il y en a qui se ressemblent, les questions, pour que nous puissions vite, voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, dans le chat, nous avons, I'm wondering if you have a country-specific El Niño analysis which you can share with us. Il y a une autre question. Comment les agriculteurs peuvent-ils anticiper un épisode El Niño avant que ses impacts ne soient visibles sur le terrain? L'avant-dernière question dit, quelles pratiques d'agriculture intelligente face au climat ont montré les meilleurs résultats pour limiter les effets d'El Niño? Et la dernière question, qu'est-ce qui est fait pour que les petits producteurs soient informés sur ce phénomène? Qu'est-ce qui est fait pour les aider à prévenir les phénomènes, voilà, les phénomènes et les préparer à adopter des pratiques résilientes? Donc, voilà les questions. Je propose qu'on s'en arrête là. On vous retourne le micro pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup, Sacramento. Merci également aux participants qui ont posé des questions. Il y en a beaucoup qui qui convergent pratiquement. Je les adresserai en une seule fois. C'est par rapport aux actions anticipatoires nécessaires pour que les petits producteurs puissent être en avance vis-à-vis de ce phénomène-là. Bon, alors, très souvent, le phénomène El Niño n'est pas un phénomène de bon sens comme on le dit chez nos producteurs, d'accord? Par contre, quelque chose qui est très simple,
c'est vraiment la notion de sécheresse qui peut se projeter à travers les prévisions saisonnières. Donc aujourd'hui, la prévision saisonnière est mise à disposition de tout un chacun à partir du mois d'avril-mai déjà, par les acteurs spécialisés dans la sous-région. Wascal fait partie de ces gens-là, ensemble avec la CMAD, la GRIMED, etc., et les météos nationaux des pays. On s'assoit ensemble pour faire le consensus. Ce consensus est mis à disposition de tout un chacun à travers tous les canaux possibles. On a les versions des agrégés à l'échelle nationale des pays. On a également les versions régionales qui sont disponibles. Ce sont ces informations-là qui, normalement, sont censées être arrivées au dernier kilomètre. D'accord? Nos producteurs. C'est arrivé, c'est pas arrivé à temps. Ça, maintenant, c'est l'autre partie de maillon, l'autre maillon de la chaîne qui est censé prendre le relais. C'est les agents de vulgarisation, c'est les services de communication nationaux, etc., etc. Donc, on fait autant qu'on le peut. Et c'est pour ça, que ce soit du côté de Soil Value ou du côté de Wascal, nous avons nos derniers kilomètres aussi, les partenaires, les utilisateurs de notre information, à qui on passe ces informations de prévision saisonnière, dans laquelle justement le phénomène El Niño est déjà pris en compte s'il devait advenir. Alors, qu'est-ce qui cause El Niño, le phénomène El Niño? Est-ce qu'il est réversible? Les deux questions restent encore problématiques. Qu'est-ce qui le cause? C'est vraiment une question, pour l'instant, on n'a que des hypothèses. Pour fuir le débat, on dit que c'est un phénomène naturel. Donc, El Niño, c'est un phénomène naturel. Mais en réalité, on peut rentrer dans la dynamique atmosphérique pour justifier ça avec certaines choses. Il y a des bourrasques de vent ouest qui se créent dans la zone, justement, à partir de ce fameux phénomène dont a parlé un participant ici, qu'on appelle le MJO, le Madden-Julian Oscillation. C'est une sorte d'anomalie qui se propage dans le sens opposé au vent des alizés. Et donc ça fait que les vents des alizés, leur force se réduit. Et dès que leur force se réduit, la chaleur en surface des températures, en surface du Pacifique équatorial ne peut plus être poussée vers la partie ouest, mais plutôt elle va stagner vers la partie centrale. Ça, ce sont des hypothèses que nous avons. Mais pour une réponse simple à cette question, c'est que El Niño, c'est un phénomène naturel. Ça arrive, il y a des années où ça arrive pour des raisons qu'on peut expliquer par ce que j'ai dit là. Il est réversible, oui, parce qu'il s'arrête à un moment donné, il n'existe plus. C'est un autre phénomène qui prend le lieu, soit le signal il est neutre, ou bien complètement opposé. Et là, on parle de La Niña. Et La Niña a l'effet contraire de ce que El Niño fait. Pendant que nous, notre Sahel risque de subir une saison hybride complètement sèche, quand il y a La Niña, qui est l'opposé, plus très chaude, mais sont plutôt froides, c'est plutôt la saison qui devient très bonne avec une recrudescence des inondations et des pluies intenses. Oui, justement, on parlait du phénomène El Niño, comme il l'avait expliqué, je suis d'accord avec lui sur cela. Donc, c'est tout ce que je vois ici. Les conséquences de El Niño pour le Sahel, je pense que j'en ai parlé de long en large. Et donc, l'une des choses majeures, c'est vraiment une sorte d'hybridation des défis saisonniers dans le Sahel. Je parlais des faux départs de saison, des poches de sécheresse, des températures qui augmentent, le fait d'avoir des vents violents associés à des événements ponctuels de fortes pluies, mais également avoir non seulement les déficits en eau pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage, mais également on a parfois des événements hors saison qui poussent justement à créer des problèmes particuliers. Par exemple, vous pouvez avoir votre mil ou votre maïs qui est en stade de maturité et qui se retrouve engorgé d'eau. Donc ça crée le pourrissement de vos graines avec le vent fort qui est là et que les plantes ont atteint un certain nombre de mètres au-dessus de la surface. Avec le poids des graines, vous avez votre plant qui tombe avec les graines qui ne sont pas encore à point, etc., etc. C'est des réalités qui sont là, auxquelles il faut faire face. Comment faire en sorte que le dernier kilomètre soit au courant de cela? C'est vraiment le quotidien de nous tous, c'est notre rôle à nous tous, c'est de passer le message. Vous avez participé à ce webinaire.
Vous avez entendu ça? Il n'est pas tard encore d'en parler. Mais le plus important, c'est que quand on est un preneur de décision, quelqu'un dont les décisions comptent dans la chaîne de valeur de l'agriculture, il faut savoir aussi anticiper que nos producteurs risquent de se retrouver avec un manque à gagner. Et c'est en ce moment qu'il faut activer les plans de contingence. C'est ce que j'ai appelé l'approche systémique. Il va falloir maintenant, tout le système n'a qu'à se lever pour mettre en place, pour déclencher les plans de contingence afin de pouvoir venir en aide à nos producteurs, à nos petits comme les grands exploitants aussi. Et Sacramento, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Salak, pour ces réponses aux questions. J'aimerais donner le micro au Dr Hermias, qui sans doute aura également quelque chose à apporter. Yeah, thank you very much for this very warm discussion, wonderful practical questions coming from the audience. I wish we could have a complete conference on this topic where we could exchange more, learn more, and then improve more, perhaps in the future. Yeah, so I think, one thing which I heard about the insurance system, although I don't know details how, crop and livestock insurance works in the Sahel, but one very practical, interesting approach was the one developed by the International Livestock Research Institute, ILRI, which is index-based insurance. So you don't go and see how crop failed or livestock or, loss of livestock, but they took like index, like for example, if rainfall goes beyond this level, then it may lead to, problem for crop and then livestock failure. Then farmers get payment compensation early enough so that they will buy, for instance, feed before they lose their cattle. So that is, one way of index-based insurance, which is a very interesting concept, which is really, has a lot of promise, but I don't know how it is being practiced in the Sahel, but that's fine. Then also in terms of, we shouldn't, I think, rely only on insurance companies, but I think it should be, a public-private partnership approach because it is a societal challenge. Then I think the government also need to have enough resources reasonably contribute to this sector. And then how much funding goes to agriculture, how much budget from the capital budget that the governments are applying. We know it's from the African CADEP program, for instance. Governments are still struggling even to contribute 10% of their GDP. So I think this sector also requires a lot of push from the general public to the government to really give adequate attention so that we don't rely too much on external funding, which is unstable. So the second question I heard about which climate smart agriculture works best, I wish if there is one that fits across. That's why I brought in a kind of a system, a bundle of things, because in the short term, for example, I think improved drought resistance or environmental stress resistant crops could be a quick solution, for example, for our agronomists. But if you don't also equally manage the soil moisture and then water in your system, it may not perform well. So for me, considering as a system by which if one fails and then the other is working, it might not solve the problem. So for me, I think we need to, that's why I brought even the general equation by which we need to have like an agronomic intervention. We need to have from environment by which we need to really keep improving our soils and then water management, and then also the management. And then also in that bundle, we need to have also careful climate information and then what farmers need to do. So it didn't also depend, as I said, which kind of bundle of information or technology is really help us where. And then I think that would be really interesting to consider as a system. But my last talk, my intervention is not all the time. It's not really play this kind of reactive response. When something comes, we go out quickly to hold it, but let's really develop a resilient, productive, and sustainable system so that when this kind of shocks comes, we will not get always surprised and then get prepared in good time, because they will come more often, unfortunately.
So it requires our very proactive, anticipatory, and then also action, proactive, engagement on climate, and then our smallholder farmers and then pastoralists. Thank you very much for the opportunity again, and then I hope we will continue the conversation. Thank you. Yeah, interesting topic. Thank you so much, Dr. Agnas, for your answers. Nous sommes à 5 minutes de la fin de ce webinaire. Nous avons grignoté quelques 5 minutes et nous voudrions inviter maintenant Dr. Alimenta à bien vouloir. Désolé, il y a encore des mains qui sont levées ou qui se lèvent maintenant. On ne pourra plus. Nous avons encore 5 minutes. Mais les discussions, si vous avez encore des questions, vous pouvez les adresser à Solid Value et vous aurez les réponses avec nos docteurs. Soyez-en rassurés. Je voudrais maintenant inviter Dr. Alimenta à bien vouloir prendre la parole pour ses mots de fin, afin que nous puissions clôturer comme cela se doit ce webinaire qui a été très intéressant avec de très bonnes informations. C'est vraiment une belle sensibilisation pour tous les acteurs du secteur agricole. Nous avons eu des pistes de solutions et également nos gouvernements sont interpellés pour apporter davantage d'appui dans ce sens-là pour aider les agriculteurs à développer leur résilience face à tous ces phénomènes-là. Merci infiniment. Docteur Alimenta, vous avez la parole pour votre mot de clôture. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour cette belle présentation. Et encore félicitations à nos deux experts pour cette présentation sur le phénomène El Niño et également pour nous avoir entretenu sur les impacts et l'implication aussi sur El Niño, que nous avons d'ailleurs beaucoup apprécié et beaucoup appris aussi sur ce aléa climatique. Et j'aimerais aussi remercier tous les participants pour leur intervention et également questions qui ont permis d'éclaircir davantage nos connaissances sur ce phénomène. Et il faut dire qu'au niveau du programme Solid-Value, comme je le disais précédemment, il y a pas mal d'actions qui sont déjà entreprises pour pouvoir faire face aux effets du changement climatique, notamment El Niño, et à travers l'engagement de tous les acteurs au niveau national et aussi au niveau local, et avec aussi l'implication des organisations et paysans et paysans pour pouvoir aussi intégrer tout ce qui est savoir local et aussi mettre en place des approches intégrées et collaboratives, voilà, afin de pouvoir trouver des solutions idoines aux effets du changement climatique. Donc, j'aimerais beaucoup remercier tous les participants et en même temps faire un plaidoyer pour les qui sont aussi nos porte-parole, voilà, pour pouvoir diffuser l'information auprès des différentes plateformes et organisations et paysannes. Donc, nous restons aussi disponibles et ouverts, voilà, s'il y a encore des points d'éclaircissement, et elles seront bien sûr la bienvenue et nous aurons aussi le plaisir de pouvoir répondre à ces préoccupations. Donc, sans plus tarder, je vous remercie tous et je remets la parole à Claire pour son mot de revoir et de remerciement de tous les participants. Merci. Merci. Merci infiniment, docteur Alimenta. On aimerait que vous remettiez votre caméra pour quand même avoir une photo de vous et de nos deux speakers, s'il vous plaît. Et nous souhaiterions aussi que, après cela, tous les participants qui le peuvent activent leur caméra pour que nous puissions faire un screenshot, pour que nous puissions prendre une photo d'ensemble des participants, s'il vous plaît.
Merci infiniment. C'était donc le webinaire organisé sous le thème « Se préparer au phénomène El Niño, comment des solutions intégrées et adaptées au changement climatique peuvent renforcer la capacité d'adaptation des petits exploitants agricoles ». Et également, il faut rappeler que l'objectif était de renforcer la capacité d'adaptation des exploitants agricoles d'Afrique de l'Ouest en intégrant les évaluations des risques liés au phénomène El Niño, les solutions de gestion des sols adaptées au changement climatique et les systèmes d'alerte précoce dans des stratégies évolutives. Et ce, grâce à un échange intersectoriel de connaissances. Ce fut un grand plaisir de vous avoir pour ce webinaire. Vous avez été vraiment très curieux et nous vous remercions. Nous remercions le docteur Seydi Salak de Wascal. Nous remercions le docteur Hermias Beter-Mariam de Landscape Alliance. Nous remercions docteur Alimonta qui est la chef programme adjointe de Soil Value. Merci infiniment. Vous pouvez vous applaudir. Merci, on se dit à une prochaine fois peut-être. Au revoir. À bientôt. Goodbye. Bye. And thank you all for your participation. Bye. Bye.